L'opération Défenseur inébranlable a démarré en trombe au début de 2024. Un continent entier via l'Union européenne a uni ses forces pour une démonstration de force militaire sans précédent. Pas depuis la fin de la guerre froide n'y a-t-il eu un exercice militaire aussi important en Europe. 90 000 soldats avec des centaines de chars, avions, navires et des branches de guerre cybernétiques et spatiales ont conduit des jeux de guerre à travers toutes les 31 nations de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, incluant la Suède partenaire, ont participé aux jeux de guerre, testant leurs troupes dans une importante démonstration de force et d'unité publique. L'exercice a commencé en janvier avec pour objectif de se dérouler jusqu'en mai, les jeux de guerre ayant lieu dans des lieux stratégiques clés, y compris la Finlande, l'Estonie, la Pologne et les États baltes. Sans surprise, ces lieux ont été choisis, tout comme il n'est pas un secret à qui cette démonstration de pouvoir est destinée. L'invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine en 2022 a secoué le monde, mais nulle part les secousses n'ont été ressenties plus fortement qu'en Europe. Depuis la Seconde Guerre mondiale, le continent a connu une stabilité et une unité incroyables avec ses membres. Bien que tout le monde ne soit pas d'accord tout le temps, et que divers pays aient rejoint et quitté l'Union européenne au fil des ans, la guerre a été la dernière chose à l'esprit de la plupart des nations membres. Plus maintenant. Certains signes suggèrent que Poutine ne prévoit pas de s'arrêter en Ukraine. Le service de renseignement extérieur estonien a émis un avertissement grave en février. La Russie se prépare à une guerre massive avec l'Occident dans la prochaine décennie. Une attaque sur un membre de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord est perçue comme une attaque sur tous. Supposons que la Russie franchisse la frontière dans l'un de ses membres de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, comme Finlande, Estonie, Pologne ou Lituanie. Ils affronteront la force conjuguée de 31 pays, dont leur vieux rival, les États-Unis. Et pourtant, il y a une nation en particulier qui se prépare intensivement pour la guerre avant la plupart des autres membres de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, le Royaume-Uni. Pourquoi le Royaume-Uni se prépare-t-il spécifiquement pour la guerre? Ils sont à des centaines de kilomètres de la frontière russe. Il est peu probable que Poutine les envahisse. Cela peut avoir quelque chose à voir avec une déclaration faite par l'ancien président russe Dmitri Medvedev, un proche allié de Poutine, faisant un commentaire le 19 février 2024. Les tentatives de ramener la Russie aux frontières de 1991 ne mèneront qu'à une seule chose, vers une guerre mondiale avec les pays occidentaux, utilisant l'ensemble de l'arsenal stratégique de notre État, à Kiev, Berlin, Londres, Washington. Que veut-il dire par les frontières de 1991? En 1991, l'Ukraine, nouvellement indépendante, a hérité des frontières que la RSS d'Ukraine partageait avec la Russie. C'était la frontière reconnue internationalement jusqu'en 2022 et l'invasion de l'Ukraine par la Russie. En bref, Medvedev dit que si la Russie perd la guerre en Ukraine et doit revenir au respect de cette frontière de 1991, Poutine tiendra les pays occidentaux responsables d'avoir aidé l'Ukraine personnellement. Et il y a 3 favoris pour fournir le plus d'aide jusqu'à présent dans la guerre: les États-Unis, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Si Medvedev dit vrai et que la Russie prévoit d'utiliser tout son arsenal stratégique en cas de défaite, cela signifie que le Royaume-Uni serait l'une des 4 principales cibles. Dans cet arsenal stratégique se trouvent près de 6000 armes nucléaires. Poutine serait-il assez désespéré pour les lancer? Le Royaume-Uni pourrait-il gagner une guerre contre la Russie? Quelle est la probabilité que cela se produise dans les 10 prochaines années? Commençons. Pourquoi existe-t-il une tension élevée entre le Royaume-Uni et la Russie? Le gouvernement britannique prend souvent les devants pour critiquer la Russie. Le Royaume-Uni a initié les sanctions contre la Russie après l'invasion de l'Ukraine, imposant les premières nouvelles sanctions. Après le décès d'Alexeï Navalny. Pour une histoire complète des relations Royaume-Uni-Russie, il faut remonter au XVe siècle. Nous commencerons par la fin de la guerre froide au lieu de ce sujet, un sujet pour une autre vidéo. Des décennies de tensions entre l'Occident et les Soviétiques se sont apaisées avec l'arrivée de Mikhaïl Gorbatchev. En 1994, la reine Elisabeth II a visité la Russie, marquant la première fois dans l'histoire qu'un monarque britannique a mis le pied sur le sol russe. Mais tout cela a pris un tournant avec l'élection de Vladimir Poutine en 2000. L'arrivée de Poutine à la présidence a vu une restriction accrue de la liberté des citoyens russes. Et une politique étrangère de plus en plus affirmée. Le gouvernement de Poutine a exigé que plusieurs transfuges de haut profil qui avaient trouvé asile au Royaume-Uni soient extradés vers la Russie. L'homme d'affaires Boris Berezovsky et le leader séparatiste tchétchène Akhmed Zakaev étaient tous deux des épines dans le pied de Poutine et représentaient une menace pour son leadership et sa vision d'une Russie contrôlée et unie. Le Royaume-Uni a refusé au motif que les deux étaient des demandeurs d'asile politique ayant droit à la protection. Cependant, cette tension initiale a été totalement éclipsée par les événements de 2006, avec l'un des cas les plus médiatisés de conflits de services secrets de l'histoire,
une tentative d'assassinat sur un sol étranger qui a tellement mal tourné que l'espion impliqué est toujours un nom familier au Royaume-Uni à ce jour, près de 20 ans plus tard. Alexander Litvinenko. La photographie de Litvinenko dans son lit d'hôpital est probablement l'icône du journalisme britannique du XXIe siècle. Chauve et pâle, avec les bras croisés sur son estomac, une robe turquoise drapée sur ses épaules et une expression froide et impénétrable sur son visage mourant. Le mystère et l'obscurité de la vie de Litvinenko sont parfaitement capturés dans cette photographie dérangeante. Alexander Litvinenko a été officier du service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie, le service secret russe, successeur du comité Gosudarstvennoye Bezopasnosti durant les années 1990. Là-bas, ce qu'il a vu l'a choqué. Sous le régime soviétique, le comité Gosudarstvennoye Bezopasnosti travaillait à protéger les valeurs du communisme de menaces extérieures. Il était perçu comme un mal nécessaire au bien commun. Avec la chute de l'Union soviétique, Litvinenko a vu que le communisme avait été remplacé par une mentalité plus proche de celle d'un gang criminel. Il a été la première personne à décrire le gouvernement de Vladimir Poutine comme ressemblant à la mafia. Le pouvoir, le gain personnel et la sécurité étaient prioritaires. Tout, ou plutôt toute personne, qui menaçait l'une de ces choses pour Poutine, ou son cercle intime, étaient des cibles. Rapidement, cela a concerné Litvinenko lui-même. Il a quitté le service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie pour Londres. Litvinenko était détective au service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie. Il était l'un des meilleurs. Il remarquait toujours les petits détails, grâce à une observation acharnée. Après une rencontre rapide, il aurait compilé une liste conséquente de traits et faiblesses des personnes autour de lui et interprété le sous-texte des situations. Ses compétences d'observation ont probablement sauvé sa vie lors de la première tentative d'assassinat. Litvinenko a rencontré 2 agents du service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie à l'extérieur de l'hôtel Millennium, près de Grosvenor Square. Ils étaient juste au coin de l'ambassade des États-Unis et de la supposée base d'opération de l'Agence centrale de renseignement. Une statue de Ronald Reagan portait une inscription de Mikhail Gorbatchev à sa base, indiquant « Avec Reagan, nous sommes passés de la confrontation à la coopération ». Plutôt ironique alors que les officiers du service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie étaient en train de glisser du polonium-210 dans la tasse de thé de Litvinenko à ce moment précis. Le polonium-210 est un isotope très rare et fortement radioactif. Il est indétectable dans la nourriture ou la boisson, si dangereux qu'une infime quantité suffit pour garantir la mort de votre cible. Développé à des milliers de kilomètres de là, il a fait son chemin autour du monde jusqu'à cet endroit précis, laissant des traces radioactives à chaque arrêt sur son passage à travers Londres. Litvinenko n'a pas vu le poison versé dans sa boisson, pourtant il ne l'a toujours pas bu. L'homme était un protecteur de l'homme d'affaires exilé Boris Berezovsky et un ancien agent du service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie. S'il y avait quelqu'un qui savait ne pas faire confiance à une boisson offerte par un Russe, c'était lui. Litvinenko savait qu'il était une cible. Il ne s'était pas fait discret depuis son arrivée au Royaume-Uni 6 ans plus tôt. Il a été un critique rusé et franc de Poutine, commençant comme écrivain et journaliste. En 2003, il avait accepté de rejoindre les agents du MI6 britannique qui l'avaient approché. Il n'a pas touché la tasse radioactive. Mais les agents ont essayé à nouveau. Au Pin Bar, ils se sont réunis prétendant aider Scotland Yard. Les doutes de Litvinenko persistent. Une théière et des tasses utilisées étaient éparpillées sur la table. Mais l'autre homme était passé à des boissons plus fortes au moment où il est arrivé. Quand les hommes lui ont demandé s'il voulait commander une boisson, il a refusé. Il ne semblait pas particulièrement déconcerté par son refus, et ont continué la réunion. Les autres hommes ne pouvaient pas rester longtemps. Il y avait un match de football qu'ils allèrent voir. Ils ont mentionné qu'il restait du thé dans la théière s'ils le voulaient. Ils ont demandé au serveur une tasse propre pour Litvinenko. Litvinenko a finalement cédé. Il a constaté que la théière était presque vide. Les autres devaient déjà boire. Il y avait du marc dans leur tasse. Assoiffé, Litvinenko s'est servi une tasse et l'a dégusté. C'était du thé vert. Il n'aimait pas particulièrement le thé vert, et pire encore, il était froid. Il a bu quelques gorgées de plus pour ne pas gaspiller. Il a rapidement abandonné. En quittant le bar, Litvinenko sentait déjà que quelque chose n'allait pas. Il était sûr que ces hommes étaient venus ici pour le tuer. Avait-il mal jugé ces hommes? Avaient-ils échoué? Des experts en médecine légale ont examiné le bar avec soin plus tard. Ils ont tout testé, des meubles jusqu'au couvert. Illustrer ce qui s'était passé était tellement inutile d'avoir recours à la vidéosurveillance. La théière d'où Litvinenko avait versé sa boisson enregistrait plus de 100 000 becquerels par centimètre carré. Juste 10% de ce niveau de radiation suffisait pour tuer une personne. La table seule où ils étaient assis était juste de 20 000 becquerels. Le pire, personne ne comprenait l'événement récent.
Le personnel du bar a mis la théière dans le lave-vaisselle avec tout le reste plusieurs fois et a servi d'innombrables clients à cette table avant que la police n'arrive sur les lieux. Des semaines après, l'ensemble du bar était radioactif. Un désastre. Il est extrêmement ardu de déterminer les dommages causés par ce type de radiation. Comment retrouvez-vous des personnes au hasard? Comment ces personnes relient-elles l'apparition soudaine de cellules cancéreuses dans leur corps à une tasse de thé qu'elles ont bu à Londres un après-midi? Même Litvinenko ne savait pas ce qui s'était passé au début. Il a été hospitalisé après 17 jours. Les médecins ne comprenaient pas son état. Son corps se comportait comme celui d'un homme soumis à une chimiothérapie constante. Le genre de symptômes qu'il exprimait n'arrive pas simplement à quelqu'un. Cela ne peut signifier qu'un empoisonnement. Les enquêteurs de la police sont arrivés sur les lieux et se sont assis avec Litvinenko, l'interrogeant au total 18 fois. Allongé sur son lit d'hôpital, il savait que sa mort était certaine. D'une certaine manière, il était une sorte de fantôme, et donc il ne lui restait plus rien à faire que de résoudre son propre meurtre. Le 23 novembre 2006, il est mort. Les dossiers d'entretien de Litvinenko ont été publiés en 2015. Les détails de l'affaire dressent un tableau choquant des actions de la Russie. Le polonium-210 est plus qu'une preuve accablante, c'est une piste de miettes de pain. Les agences de renseignement britanniques ont pu retracer chaque mouvement et décision des hommes impliqués dans l'assassinat de Litvinenko, jusqu'à la cabine de toilette qu'ils ont utilisée, le lavabo qu'ils ont utilisé, après, et où ils ont versé le reste du poison. Ce qui était le plus accablant et a suscité la colère de la population britannique et du gouvernement, c'était le total mépris pour la vie des civils innocents. Des radiations mortelles ont été détectées dans des lieux publics à Londres. Des traces de polonium-210 ont été trouvées dans plus de 60 sites au Royaume-Uni. Encore plus inquiétant, des traces ont été trouvées sur des avions responsables de 221 vols, la plupart entre le Royaume-Uni et Moscou. 33 000 passagers ont été contactés à ce sujet. Se pourrait-il que ce ne soit pas la seule fois que la Russie a envoyé des agents armés de polonium-210 au Royaume-Uni? Litvinenko a été découvert uniquement parce que le thé avait refroidi. Cela a marqué un tournant dans les relations anglo-russes. Début 2010, les relations se sont améliorées, avec la visite de Poutine aux Jeux Olympiques de Londres en 2012 et son accueil. Visite du Premier ministre britannique David Cameron. À l'époque, on espérait que Cameron pourrait agir en tant qu'intermédiaire politique entre la Russie et les États-Unis pour apaiser les tensions en cours, mais cela n'a pas duré. Poutine a ordonné l'invasion et l'annexion de la Crimée en 2014. Cameron n'a pas hésité à condamner les actions. Selon ses propres mots, l'élection russe concernant l'annexion de la Crimée ne comptait pas, car les gens avaient voté sous la menace d'un Kalachnikov, affirmant que la Russie avait cherché à annexer la Crimée. C'est une violation évidente du droit international que nous ne reconnaîtrons pas. Ce qui s'est ensuivi, ce sont des années de sanctions et de conséquences pour la Russie, principalement soutenues par le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni a rompu tous les liens militaires avec le pays, arrêté le commerce d'armes et imposé des sanctions économiques. La Russie a stoppé ses exportations alimentaires vers le Royaume-Uni en représailles. Des années d'aller-retour sous différents premiers ministres, ainsi que le Brexit et le Covid, ont tous vu une chose rester constante. La position du Royaume-Uni était farouchement anti-Poutine. Puis, l'histoire s'est répétée en mars 2018. À Salisbury, l'agent double russo-britannique Sergei Skripal et sa fille Yulia ont été les cibles d'une tentative d'assassinat ratée. C'était du Novichok cette fois. Le Novichok est un neurotoxique qui cible le système nerveux, provoquant des problèmes respiratoires et un arrêt cardiaque. Il a été conçu avec 4 buts précis. 1. Indétectable avec le matériel de détection chimique instantanément de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. 2. Pour pénétrer l'équipement de protection chimique de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. 3. Être sûr à manipuler. Et 4. Pour éviter la liste de la Convention sur les armes chimiques. C'était un neurotoxique créé pour cibler spécifiquement les pays de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, mais également utiliser des failles pour l'empêcher d'enfreindre les lois internationales sur les armes chimiques. Sergei et Yulia Skripal ont été découverts inconscients à Salisbury par une infirmière. Des témoins ont vu les yeux de Yulia ouverts, mais non réactifs, alors qu'elle avait de la mousse à la bouche. Ils ont été transportés d'urgence aux urgences, où ils ont été placés en soins intensifs. Ils se sont finalement réveillés après plusieurs semaines d'inconscience. Une fois aptes, ils ont été amenés dans un endroit secret pour protection, traitement et interrogatoire. Le Royaume-Uni était une fois de plus outré par la Russie et a imposé encore plus de sanctions, mais la poussière n'a pas eu le temps de retomber avant qu'il y ait un autre assassinat apparent. Quelques mois plus tard, en juillet, un autre double empoisonnement de 2 Britanniques avec le Novichok s'est produit. Le plus curieux, c'était qu'à seulement 7 miles au nord de Salisbury, à Amesbury, Charlie Rowley avait trouvé une jolie bouteille de parfum dans une poubelle.
Rowley, estimant que c'était trop bon pour être gaspillé, l'a donné à Dawn Sturgess, qui l'a joyeusement vaporisé sur son poignet. Elle est décédée en moins de 15 minutes. Rowley, ayant été moins exposé au parfum, est également tombé malade, mais a survécu. Les enquêteurs ont vite relié les points. Le parfum a servi d'agent neurotoxique dans la tentative d'assassinat des Skripal. Quel que soit l'agent russe, il avait jeté la bouteille dans une poubelle pour cacher les preuves. Les scientifiques ont conclu que la bouteille contenait assez de Novichok pour tuer des milliers de personnes. L'officier ayant inspecté la maison des Skripal en combinaison de protection a été hospitalisé après une exposition au poison, souffrant de problèmes médicaux non divulgués qui ont modifié sa vie. Dans un discours cette année, l'état-major Mark Carlton Smith a souligné la gravité des relations anglo-russes. Selon ses mots, les troupes britanniques doivent être prêtes à combattre et à gagner contre la menace imminente de la Russie. La perception erronée qu'il y a pas de menace imminente ou existentielle pour le Royaume-Uni. Même s'il y en avait, elle ne pourrait survenir qu'à long préavis, est erronée. Et puis en 2022, la Russie a envahi l'Ukraine. Le Royaume-Uni actuellement est le troisième plus grand fournisseur d'aide à l'Ukraine, après les États-Unis et l'Allemagne depuis le début de la guerre, à 15 milliards de dollars. La liste est vaste, des centaines de véhicules blindés, chars, artillerie, défense aérienne, ambulances, munitions, drones, etc. Les plus notables sont plus de 5000 missiles armes anti-chars légères de nouvelle génération que les unités d'infanterie peuvent tirer pour éliminer les chars ennemis qui se sont avérés très efficaces pendant l'effort de guerre. Bien que l'armée ukrainienne soit beaucoup plus petite que les Russes, elle est équipée de la dernière technologie qui leur a donné un véritable avantage. Le Royaume-Uni a aussi vite imposé des sanctions. Ils ont interdit aux vols russes Aeroflot d'entrer dans leur espace aérien, ont exclu la Russie du système bancaire SWIFT et ont gelé les actifs de plusieurs Russes fortunés à Londres qui avaient des liens avec Poutine. L'Ukraine a servi de refuge sûr aux oligarques russes pendant plus d'une décennie. La ville avait profité financièrement de leur accueil. Le plus notable était le club de football de Chelsea, l'un des plus grands au monde, qui était détenu par Roman Abramovich. Pendant 19 ans, il a possédé Chelsea, les voyant remporter plusieurs titres de Premier League et les transformant en une équipe de classe mondiale grâce à son investissement financier. Lorsque la Russie a envahi l'Ukraine, le gouvernement britannique l'a forcé à vendre le club. Il a été reconnu lié à Vladimir Poutine, avec saisie de yachts et gel de comptes bancaires. La stratégie visait à toucher le cercle proche de Poutine là où ça fait mal, leurs finances. Les amis de Poutine ont prospéré financièrement pendant des décennies. Le Royaume-Uni a réussi à faire une entaille significative. Cela n'a guère convaincu Poutine de terminer la guerre. Si quoi que ce soit, cela l'a rendu plus vindicatif. Le Royaume-Uni a adopté un ton direct et honnête face à la Russie, rare dans la politique britannique. Le gouvernement britannique a ouvertement accusé la Russie de crimes de guerre en Ukraine et a récemment affirmé que la mort d'Alexei Navalny, adversaire politique de Poutine, qui est mort mystérieusement dans une prison russe en 2024, était directement causée par Vladimir Poutine. Les gants sont tombés et le gouvernement britannique a montré qu'il n'était plus d'humeur à mâcher ses mots. Alors, revenons à la question en haut de la vidéo. Quelle est la probabilité que la Russie entre en guerre avec la Grande-Bretagne? En mars 2022, la télévision russe a présenté un segment hypothétique, présenté par Dmitry Kiselyov, le chef du groupe de médias d'État russe. Le segment s'appelait l'île submersible. C'était une simulation d'attaque nucléaire sur la Grande-Bretagne. Ce n'était pas une émission marginale, mais une menace populaire. Au Royaume-Uni, la situation est sombre mais déterminée, avec des troubles politiques en vue d'une année électorale, l'équilibre du pouvoir paraissant changer, d'un gouvernement conservateur à la main-d'œuvre. Il est clair que les politiques anti-Poutine perdureront. Le Royaume-Uni est prêt à renforcer ses sanctions avec l'interdiction d'importer des diamants, du cuivre et de l'aluminium russe. La tension monte alors que le Royaume-Uni envoie 50 de ses chars Challenger pour des jeux de guerre en Europe. Le commandant Simon Robertson du 17e régiment portuaire et maritime, Corps logistique royal, a déclaré durant le transport des chars que la Grande-Bretagne doit être prête à tout. En janvier, un sous-marin nucléaire britannique a effectué un lancement d'essai d'un Trident. ED-5 même non armé, seul le missile peut transporter plusieurs ogives nucléaires déployables en vol. Du moins, c'est la théorie. Le missile devait parcourir 3700 miles, mais il a vite dévié et a atterri dans l'océan près de la côte américaine. De manière inquiétante pour la Royal Navy, c'était le deuxième missile de ce type qui avait échoué consécutivement. Si la guerre froide a montré quelque chose, c'est l'importance d'avoir une forte dissuasion nucléaire, et l'échec public de 2 tests de missiles donne une mauvaise image de la préparation du pays. Cela amplifie l'inquiétude au Royaume-Uni sur sa préparation à la guerre, dans le pire des scénarios.
L'économie britannique a stagné ces 10 dernières années. Le pays n'a pas aussi bien rebondi de la coronavirus disease que beaucoup de ses voisins européens, a subi un coup financier en quittant. L'Union européenne a connu des taux d'inflation élevés déclenchant une crise du coût de la vie. Récemment, l'investissement dans l'armée a été mis de côté pour stabiliser la situation domestique. Un exemple est la flotte de chars du Royaume-Uni. Au total 213, il pâlit en comparaison des 1750 présents dans l'inventaire de la Russie. Une nouvelle mise à niveau vers les variantes du Challenger 3 est en cours, mais seulement 148 des chars du Royaume-Uni verront la mise à niveau. Cela coûte 800 millions de livres, mais les critiques au sein du gouvernement britannique soutiennent que ce n'est pas suffisant. Les soldats britanniques ont été en Finlande, Pologne et Estonie l'année dernière. Chaque pays serait une cible potentielle pour une invasion russe, et chacun est membre de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. Si Poutine choisit d'étendre ses frontières encore plus loin que l'Ukraine, l'un de ces pays serait probablement une cible. Toutefois, s'il envahissait, il affronterait la force des 30 et un pays de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. De nombreuses entités inconnues se cachent dans le brouillard des 10 prochaines années. L'issue du conflit ukrainien sera clé pour déterminer la voie future. Si la Russie réussit à prendre le contrôle de tout le pays, peut-être qu'ils viseront une autre cible. L'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord pourrait devoir intervenir pour sauver l'Ukraine d'un effondrement total. Si la Russie perd, Medvedev a clairement indiqué que cela pourrait signifier une guerre totale contre l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, avec le Royaume-Uni se classant près du sommet de la liste. Pourtant, le Royaume-Uni ne fuit pas ces menaces. Jeux de guerre, tests de missiles, entraînement par temps froid, renforcement des alliés à travers l'Europe. Le message est clair. Si la Russie veut la guerre avec l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, le Royaume-Uni a l'intention d'être prêt sur les lignes de front. Regardez maintenant l'analyse des énormes échecs de la Russie dans la guerre contre en Ukraine ou regardez plutôt cette vidéo.